Bonsoir à tous, merci d'écouter ce live de Chajoum. On va patienter quelques petites secondes le temps que notre public nous rejoigne en direct. Donc juste le temps pour moi de vous dire qu'on est en direct ce soir sur Facebook, mais que vous nous retrouverez également en replay sur YouTube. Juste après l'émission, vous pourrez découvrir et voir, revoir cette émission sur YouTube parce que Chatroom a son compte YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur cette plateforme. On est également sur plein de réseaux sociaux. Il y a Twitter, il y a Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux de Chatroom pour être au courant de notre actualité. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ce soir. Joyeux Noël, je crois qu'on peut encore vous le souhaiter, encore vous le dire. Bon, suite à des problèmes techniques hier, on a dû remettre à aujourd'hui notre live, donc je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous de nous suivre. On est le 27 décembre aujourd'hui, et donc ce soir, on voulait vous retrouver pour évoquer la mission Chajoum en Arménie, qui est revenue il y a quelques jours. Alors, pourquoi une mission humanitaire? On va vous l'expliquer durant cette émission. On va vous parler de ce qui a été mis en place pendant ce voyage. On va vous en dire plus aussi sur nos rencontres sur place, rencontres donc, avec des personnalités, avec des journalistes, avec des ONG, mais aussi des civils qui nous ont fait part de leur vision du conflit pendant la guerre, mais aussi après. C'est vrai que la situation, elle est floue en France, entre la désinformation des médias, les réseaux sociaux avec le flou de photos sordides qui sortent, les contre-vérités, les médias arméniens qui, il faut le dire, nous informent du quart des événements. Donc c'est vrai que c'est dur de se faire une idée précise de la situation sur place. Et donc on a la chance de pouvoir avoir avec nous ce soir en direct des camarades de Chajoum qui ne se disent pas journalistes, attention, ce n'est pas le rôle de ceux que vous allez entendre ce soir de vous faire un retour dans son intégralité de ce qu'il se passe, ce n'est pas du tout ce qu'on vous propose ce soir, mais ils vont juste essayer de vous raconter ce qu'ils ont vu en toute humilité. Et donc, justement, je vous propose de découvrir cette belle équipe. Je vous demande juste un petit peu d'indulgence parce que certains ne sont pas habitués à l'exercice d'une émission comme celle-là en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, merci en tout cas à vous tous d'être présents. Ils sont 6. On va donc les accueillir chacun. Déjà, Taline. Bonsoir Taline. Bonsoir. Donc, membre fondateur de Chajoum. Donc, Taline est avec nous, Taline Kochayan. Il y a également Linda qui était présente sur place. Bonsoir Linda. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Lilith est avec nous également. Salut bonsoir. Lilith. Bonsoir. Bonsoir Alex. Neuchig. Salut Neuchig. Bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Il y a la plus belle moustache de la communauté arménienne de France. Ils sont 2-3 à se battre pour ce titre. Et c'est donc Thomas qui est avec nous ce soir. Salut Thomas. Salut, bonsoir à tous. Et merci pour le de rien, de rien. Et pour compléter l'équipe, il y a la 6e roue du carrosse, on l'appelle comme ça souvent. Bonsoir Toro. Bonsoir Alex et bonsoir à tous. Merci en tout cas à vous d'être présents avec nous. Je vois que vous êtes une petite centaine, donc merci à vous de passer ce dimanche soir avec nous. Bon, pour commencer ce live, petite question pour Taline. Taline, tu es, je le disais, un membre fondateur de Chajoum. Est-ce que justement ce mouvement Chajoum a sa création avec comme ADN l'humanitaire? Alors non, pas du tout. Depuis 2016, nous avons toujours nous œuvré en solidarité avec le peuple d'Arménie, mais nous n'avons jamais fait d'humanitaire. Sauf que là, on a vécu tous une guerre. Donc ça a été tout naturel pour nous de lancer cette collecte que mes camarades vont vous expliquer en détail. Mais en effet, de base, nous n'avons jamais, puisqu'il y a énormément d'associations déjà qui font de l'humanitaire et ce n'est pas dans l'ADN de Chajoum pour le moment.
Merci à toi en tout cas, Taline. Et je vous invite à venir d'ailleurs sur le site de Shajoum. Ça peut être utile pour un peu mieux connaître ce mouvement, shajoum.org, donc c'est le site internet. Et vous avez le manifeste de Shajoum qui va vous permettre d'en savoir un peu plus sur les valeurs du projet, comment il fonctionne, comment fonctionne le mouvement. Et c'est surtout une invitation à tous ceux qui partagent les valeurs de Shajoum, une invitation à nous rejoindre, comme c'est le cas pour une centaine de personnes qui accompagnent Shajoum chaque semaine dans toutes ses actions. Et donc, tout le monde est le bienvenu, vraiment. Toro, on va continuer ce live avec toi. Est-ce que tu peux nous parler du pourquoi de cette mission en Arménie? Oui, bah, avec plaisir, Alex. Alors oui, comme Taïn l'a rappelé, l'humanitaire, c'était pas tellement un des modes d'action de Shajoum, vu qu'à la base, on est aussi un mouvement politique, un mouvement de lutte. Mais donc, dès le début de la guerre, on s'est dit que il fallait... on a fait le constat que la mise en œuvre d'une aide d'urgence rapide et efficace ne se mettait pas en place comme nous, on voulait qu'elle le soit. C'est-à-dire qu'on pensait que ça allait pas assez vite face à l'urgence parce que malheureusement, les bombes tombent plus vite que les comptes rendus de réunion. Et donc, en tant que mouvement politique, on s'est lancé dans l'humanitaire et se posait la question, en réalité, du rapport entre l'humanitaire et le politique, c'est aussi nous inviter à réfléchir, quelque sorte, sur les rapports, sur la façon dont on lutte pour les droits humains et dans le rapport entre engagement humanitaire et engagement politique de l'autre et comment les deux peuvent fonctionner. Parce qu'il faut être certain d'une chose, c'est que l'humanitaire, ça n'a rien de neutre, bien sûr, alors que, très cyniquement, les grandes ONG ou les grandes orgas, type la Croix-Rouge ou le HCR, pour les nommer, vont nous dire que l'aide est neutre et que il faut aider tout le monde dans une guerre, et on voit très bien à quoi ça menait, même la France qui nous envoie des avions, de médicaments et d'aide pour en fait penser les blessures dont elle est complice aussi. Donc c'est aussi cette réflexion-là qui a été posée à Shajoum dès le début, et pour nous, il était impossible de distinguer engagement politique et action de solidarité concrète. Et donc c'était aussi pour nous un moyen de lutte, en fait, d'apporter cette aide. Et d'une autre manière, l'aide humanitaire, c'est aussi un moyen de soutenir les droits des Arméniens et des Arméniennes d'Artsakh, c'est-à-dire leurs droits imprescriptibles, leurs droits fondamentaux et notamment leur droit à l'autodétermination sur leur terre. Et en fait, apporter de l'aide, même le minimum, c'était de dire aux gens d'Artsakh, aux populations d'Artsakh, que nous soutenons leur lutte pour leur droit de rester chez eux, de rester sur leur terre et de pouvoir vivre dignement, parce que vivre dignement est aussi un droit fondamental, un droit essentiel. Et avec le peu qu'on l'a porté de manière très humble, c'était de leur dire, voilà, nous soutenons aussi cette lutte pour vos droits. Et dans la mesure où aussi ils ont été face au fascisme turc et azerbaïdjanais dès le début de ce conflit, ils ont lutté seuls. Et maintenant, on s'est dit, nous aussi, qu'ils se sentent un peu moins seuls avec notre aide. Je pense, après, on pourra continuer le débat et on rentrera dans le concret après. Je ne veux pas empiéter sur ce que mes camarades diront ensuite. Mais aider aussi les populations vulnérables, c'était pour Shajoum se placer dans une démarche active de revendication d'indépendance d'Artsakh, et conformément donc à la volonté de son peuple, et de leur apporter un début de justice, parce qu'en quelque sorte, l'humanitaire, on l'a conçu comme une sorte de réparation, un acte réparateur face aux violences qu'ils ont subies. Et pour nous, c'était ça, c'était que l'humanitaire, c'est pas de la charité, c'est pas de la pitié, ils ne méritent pas notre charité, ils méritent juste notre aide, et qu'on soit dans une démarche d'égalité et de soutien de leurs droits. Et c'est ce qu'on a essayé de faire très humblement à notre niveau. Merci Toro. Tu le disais, tu parlais de la mission humanitaire, ça ne s'organise pas comme ça, hein, ça a été un gros travail, une nécessité pour nous à Shajoum de la démarrer. Donc un gros travail dans la logistique notamment, hein, dès le début, la préparation de l'aide humanitaire en France, avant l'envoi en Arménie. Il a fallu aussi nouer des contacts sur place.
Et donc, justement, Linda, est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet? Comment il s'est monté? Est-ce que tu peux nous donner des moments clés, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comment il s'est monté? Alors, ça s'est fait très, très rapidement après le début de la guerre. Tout simplement, comme tu l'as dit et comme Théo l'a dit, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins sur place et que ça se faisait, que c'était, on pouvait aider à notre échelle et que du coup, on devait le faire. Donc, très rapidement, après le 27 septembre, quelques jours après, on a lancé une dizaine de points de collecte dans toute la France. Donc, on collectait surtout des produits qui étaient à destination, dans un premier temps, qui étaient à destination du front et des hôpitaux qui avaient besoin de matériel pour, voilà, pour soigner les blessés. Donc, on nous avait communiqué une liste, les autorités nous avaient communiqué une liste de besoins. Et donc, on s'était basé sur cette liste et on ne collectait que ce qui était sur cette liste. Donc, c'était des médicaments, des kits de suture, des sacs de couchage, des compresses, voilà, vraiment des choses très spécifiques. Et donc, après avoir lancé la collecte, quelques jours après, on a centralisé toute l'aide qu'on avait pu récolter et on a préparé, dans un appartement en région parisienne, on a préparé une centaine de cartons qu'on a fait envoyer par le biais d'un transporteur qui est passé par l'Allemagne et qui a ensuite envoyé en Arménie. Donc, tout s'est fait assez rapidement. Voilà, en quelques jours, on avait lancé la collecte, on avait tout centralisé, on avait fait les cartons et on avait envoyé. Voilà, il n'y avait aucun intérêt à collecter pour collecter. Avant de lancer la collecte, la solution pour le transport était trouvée. Voilà, le but, c'était que ça arrive le plus rapidement possible en Arménie. Et en fait, le fait qu'on ait des solutions pour le transport, on en a eu par la suite, on nous a fait un don de conteneurs. Et donc, on avait la possibilité en fait de continuer la collecte. Et ce qu'on a fait, on a eu la possibilité de, voilà, de faire plusieurs envois. Donc, on ne s'est pas arrêté à ce premier envoi et on a continué. Et donc, au fur et à mesure qu'on communiquait sur nos différents envois, on recevait de plus en plus d'aide, de plus en plus de dons. Et ça a très vite pris une très grande ampleur. Et en fait, plus la guerre avançait et plus les besoins évoluaient, on a dû intégrer de l'aide à destination des populations civiles, des déplacés. Voilà, il y avait de plus en plus d'Artsakhi qui devaient quitter leur maison pour aller en Arménie, qui quittaient leur maison sans rien prendre. Voilà, ils n'avaient pas d'autre choix. Et donc, on a intégré aussi de l'aide à destination des populations civiles. Donc, on a lancé des collectes de vêtements chauds, de couvertures, de produits de première nécessité, de produits d'hygiène. Voilà. On s'est basé sur les besoins sur place. Vu que ça prenait de plus en plus d'ampleur, on n'a pas eu d'autre choix que nous, ici, de se professionnaliser un maximum. C'est-à-dire que on a pu trouver des locaux pour préparer les autres envois. Donc, en fait, ça correspond à des centaines de cartons, donc plusieurs tonnes de dons. Il faut trier, il faut les conditionner, il faut les préparer, il faut mettre en carton, il faut mettre sous palette, numéroter, peser. Donc, c'est un travail qui requiert des effectifs et qu'on n'a pas forcément. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un grand élan de solidarité et que des dizaines de volontaires ne s'étaient pas joints à nous, ça aurait été très compliqué. Donc on remercie tous ces volontaires qui ont passé des week-ends et des journées à nous aider à préparer tout. Donc comme je disais, on se base toujours sur les besoins sur place en fait. Voilà, on nous fait part des besoins et nous on essaye ici de préparer un maximum de remplir, de remplir ses besoins. Parfois, on nous a sollicité pour des choses très spécifiques. Par exemple, on a fait appel à nous pour des prothèses oculaires. Donc, c'est un matériel médical qui est très onéreux et qui est difficilement trouvable en Arménie. Donc, nous, ici, on a sollicité notre réseau. On a pu trouver quelqu'un qui nous a fait don de ces prothèses oculaires. Et en quelques jours, on envoyait ces prothèses oculaires en Arménie par avion.
Ensuite, on nous a également sollicité, Sevana Chakarian nous a également, a fait également appel à nous pour qu'on travaille ensemble sur des kits à destination des soldats blessés. Donc nous, ici en France, on a levé des fonds pour que l'équipe de Sevana et Sevana sur place achète des produits à destination des soldats blessés. Et donc, voilà, on a privilégié le fait de faire tourner l'économie locale plutôt que d'acheter ici et d'envoyer. Il y avait la possibilité d'acheter ce qu'il fallait directement sur place, donc on a favorisé cette solution. On a acheté sur place. Voilà, donc on a toujours voulu se conformer aux besoins sur place. Enfin, de toute manière, c'était l'objectif de remplir, d'essayer un maximum d'aider en fonction des besoins. Et voilà, plus ça a pris de l'ampleur, on a eu également, en fait, on a eu pas mal une grande partie d'aide de notre aide qui a été acheminée par l'avion qui a été mis à disposition par la France à la Fondation Charles Aznavour. Donc, on a eu une centaine de cartons à nous qui ont été acheminés par cet avion. En fait, on a compris qu'on avait besoin d'être sur place en Arménie pour, d'une part, réceptionner les cartons, pour acheminer l'aide auprès des destinataires, donc des déplacés, des artsartiotes. Mais aussi, on a voulu se rendre en Arménie afin de se rendre compte des vraiment compte des besoins. On pouvait se rendre compte des besoins et qu'on pourrait mettre en place des actions en fonction des besoins sur place. Merci à toi, Linda, en tout cas, pour cet exposé, hein, du coup, du début de la mission humanitaire vers l'Arménie. Du coup, Lilith, quand les cartons sont prêts, quand les palettes sont prêtes à décoller justement dans l'avion dans l'avion de la République française, comment ça se passe derrière pour la suite? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'envoi de l'aide, comment ça se passe, comment ça se déroule? Il y a eu des différentes étapes de ce déroulement. Au début de la guerre, nos envois se faisaient, comme Linda déjà en a parlé, se faisaient à la demande ou directement au ministère de la Défense ou celui de la Santé, selon le type de don. Par la suite, nous avons été confrontés au souci de transparence. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement arménien n'est pas en mesure de nous présenter des comptes rendus, des rapports sur l'ensemble des dons et leur distribution. Du coup, on était très rapidement obligés, parallèlement à nos envois, d'aller sur place, de se rendre en Arménie et d'organiser la distribution. Sur place, en Arménie, la situation est totalement différente. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que plusieurs associations, plusieurs organisations du diaspora arrivent sur place. Par souci de sécurité, restent souvent à Yerevan ou aux alentours, font leur distribution et rentrent. Nous nous sommes rendus compte que l'aide humanitaire est majoritairement concentrée dans les grandes villes, notamment à Yerevan. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement? D'aller dans des autres régions, comme par exemple, nous sommes allés à Vayotsor, une des régions les plus pauvres d'Arménie, et surtout à Artsakh. Artsakh, déjà le trajet actuellement n'est pas très sûr, très sécuritaire, donc c'est compliqué de se rendre en ce moment à Artsakh, mais le besoin est là. Parallèlement, bon, ça c'était étape 2, c'est-à-dire nous étions obligés d'aller sur place pour distribuer. Et étape 3, c'était quoi? Nous sommes rendus compte que pour la continuité de travail, il faut développer un réseau et notamment monter une structure sur place avec une personne en charge, une ou voire plusieurs personnes en charge qui s'occuperont
s'occuperont par la suite de distribution, de suivi. Dès le début de la guerre, nous avons commencé à monter une base de données avec des bénéficiaires, avec leurs coordonnées et tout ça. Aujourd'hui, tout fonctionne. Aujourd'hui, nous avons un réseau assez important avec les acteurs dans le secteur de l'aide humanitaire. Les ONG sur place travaillent très bien. Il faut se baser sur la société civile pour l'aide humanitaire. C'est vraiment chose qu'il faut faire pour tout le monde, malheureusement, parce qu'avec le gouvernement, le travail n'est pas très efficace. Et nous sommes, donc, quand on est allé à Artsakh, par exemple, on est allé dans des villages où, où le peuple, où le peuple n'avait jamais bénéficié d'aucune aide depuis le début de la guerre. Je parle on était le 10 décembre, hein, donc au bout de 2-3 mois, à part quelques petites aides financières étatiques, plusieurs villages n'ont jamais eu d'aide. Aujourd'hui, il y a un vrai risque de pénurie alimentaire, aussi de vêtements chauds, tout ce qu'on a pu apporter, bon, à notre niveau, à notre échelle. Mais nous invitons tout le monde aussi à leur tour de faire pareil et de prioriser la société civile, les ONG locales, voir les connaissances, les personnes qu'on connaît pour apporter de l'aide sous forme de dons en argent ou en habits ou d'autres, ou alimentaire bien sûr, acheter sur place parce que ça au niveau logistique, c'est plus simple. Donc, est priorisé à Artsakh aujourd'hui parce qu'il y a toute une partie de population de Hadrout ou de Chouchi qui n'ont pas pu se rendre en Arménie, en fait, qui sont restés sur place à Artsakh, qui ne bénéficient pas d'aide du tout ou très peu, et c'est mal organisé l'aide. Donc, prioriser vraiment l'aide, là, c'est là où il y a le public le plus vulnérable à Artsakh, parmi les personnes déplacées des zones qui sont maintenant contrôlées par Azerbaïdjan. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous avez mis en place un réseau avec des bénéficiaires. Donc, vous avez un fichier qui est très conséquent de personnes à aider. Mais j'imagine qu'il faut aussi tisser des liens avec des locaux, des personnes en qui on a confiance pour vous aider à l'arrivée des colis et des différents envois qui ont lieu en ce moment même et pour après. Bien sûr, aujourd'hui, la structure que nous avons créée, en fait, nous sommes des intermédiaires entre les ONG locales et les acteurs de la société civile de manière générale et la diaspora, notamment les personnes qui souhaitent apporter leurs dons en Arménie. C'est très important parce que cette partie n'était pas faite correctement, donnée directement, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal en tout cas, et c'est à court terme, et c'est de l'urgence, et puis il n'y a pas de continuité. Donc, plus important, c'est d'avoir une structure et d'être intermédiaire entre tout en travaillant toujours avec le réseau des locaux, en fait. Aujourd'hui, on a énormément de partenaires, des ONG, aussi des particuliers, aussi on travaille avec des villages, avec des écoles. Il y a des écoles en Arménie comme en Artsakh avec qui on travaille. Donc tout ça, c'est les liens à tisser et à développer pour pouvoir être plus efficace et créer plus et envoyer de l'aide en fait, de toutes sortes. Merci à toi, Lilith. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont aidés en France pour faire les cartons. Encore le week-end dernier, durant cette guerre, également, dès que Chajoum avait besoin, il y avait toujours des dizaines de bénévoles prêts à nous aider. Et puis également en Arménie, on remercie tous ceux qui nous ont
ceux qui ont accompagné notre projet. On ressent beaucoup de courage, en tout cas, en voyant ça, d'envie d'aider. Mais comme on l'a dit dans un précédent live, on ne peut s'aider que soi-même. Personne d'autre ne le fait, on le voit dans l'actualité. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est encourageant qu'un mouvement comme ça se crée, et ce n'est que le début. En parlant des bénévoles, il y a également ceux que vous avez rencontrés, Taline et Neuchig. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos rencontres et ce qu'elles vous ont apporté? Alors, je vais commencer cette partie. Depuis la création, on a toujours été en contact avec des ONG sur place, des mouvements comme les nôtres qui se sont créés. Toujours, c'est ce qui nous permettait d'avoir les informations en direct. Très souvent, ici, on n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qui se passait en Arménie. Donc, tout de suite, on a une liste, on a toute une liste de réseaux qu'on appelle. On se fait régulièrement des Zooms, des appels pour être en contact. Donc, ça, c'est vrai que c'est un travail qu'on fait depuis notre création, 2016, et à chaque fois qu'on va en Arménie. Donc là, tout naturellement, avant d'arriver, on a bien sûr envoyé un message à voilà, toutes les personnes avec lesquelles nous sommes proches. Et nous avons rencontré. Donc moi, pour ma part, je les connaissais à peu près tous. Et tout le groupe là tout le groupe a aussi fait connaissance du coup avec les, je sais pas vraiment, c'est pas des bénévoles, c'est des militants voilà, qui font partie de la société civile en Arménie avec lesquels on a toujours travaillé. Alors pour commencer, je peux juste dire un petit mot voilà, pour la Fondation Aznavour qui nous a pas mal aidé sur l'organisation pour récupérer nos cartons, avec lesquels on a été en contact avant même d'arriver en Arménie. Et même maintenant, on est régulièrement en contact avec la TEV qui ont quand même tout fait pour faciliter ce passage voilà, de la France à l'Arménie. On a récupéré quand même nos cartons assez facilement, donc on les remercie. Et ensuite, nous avons vu aussi Seda Grigorian, qui est réalisatrice et qui a, je pense, le plus gros réseau des militants de la société civile en Arménie. Elle nous a mis en contact avec beaucoup d'ONG et elle aussi nous drivait un petit peu. Voilà. Faites attention. Voilà, elle nous conseillait. Donc, c'est ça qu'on connaît depuis 2016 et qu'on voit à chaque fois qu'on va en Arménie. Donc, ça a été un très gros soutien et elle va encore continuer à nous aider. Parce qu'actuellement, il y a Anaïd Krikorian, que j'embrasse, qui est sur place, qui va du coup la rencontrer. Et du coup, voilà, la suite va se créer avec Seda. Nous avons CivilNet aussi, qui a souhaité donc nous suivre pour une distribution à Vayotur via Seda, puisque Seda était ancienne journaliste à CivilNet. Nous avons rencontré les journalistes francophones de CivilNet et on a eu aussi une interview dans leurs locaux en arménien par Alen Kerteshian. Donc, on a rencontré aussi le directeur de CivilNet qui nous a reçus dans son bureau. On a eu un échange très constructif. Il nous a dit qu'on est la bienvenue à CivilNet. Ça fait plaisir, étant très souvent boycotté dans les médias. On le savait déjà, mais on le sait encore plus que CivilNet nous ouvre ses portes. Vous nous reverrez peut-être sur CivilNet. Nous avons aussi rencontré les jeunes du mouvement Angarhutun Serunt, qui s'est créé il y a à peu près environ 1 an. C'est tout récent, donc je ne peux pas dire que c'est un mouvement similaire à Chajoum, mais voilà, on se rejoint sur pas mal de sujets. Nous avons rencontré, on a passé une très bonne soirée d'échange avec eux.
Et ensuite, il y a aussi toutes les autres rencontres qu'on ne peut pas citer. On doit travailler on a dû aussi travailler dans la discrétion parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ne souhaitaient pas qu'on donne les noms. Donc voilà, il y a aussi d'autres rencontres qu'on ne citera peut-être pas, qu'on ne citera pas aujourd'hui. Je laisse Nushig prendre la suite pour les rencontres. Oui, effectivement. Donc, on a aussi rencontré l'association Queerix, donc, qui sont à l'origine d'actions depuis la diaspora en Arménie, essentiellement depuis les États-Unis. Elles œuvrent surtout dans tout ce qui est aide au relogement des réfugiés, à la réinsertion des soldats qui ont combattu pendant la guerre et une aide aux mères qui sont de plus en plus nombreuses, donc des mères soit enceintes, soit avec des enfants qui se retrouvent la plupart du temps veuves. Donc, nous sommes en lien étroit avec cette structure qui est très active et on vous tiendra au courant des projets à venir avec donc Queerix. Ensuite, grâce à la collecte de dons, on a pu aider par le biais d'article 3, 341 familles réfugiées dans le Gerarkunik. Donc, c'était des kits d'hygiène qui leur ont été destinés. On est allé sur place, donc dans les locaux de cette organisation. Thomas était avec nous, Rafi et Anaïd qui vivent sur place. Donc, on a tout organisé ensemble. Donc, c'était des cartons dans lesquels on pouvait retrouver des produits d'hygiène de première nécessité. On ne pensait pas pouvoir aider autant de familles. Mais grâce au réseau donc de cette organisation, on a pu avoir un nombre beaucoup plus important de kits pour aider un maximum de familles. Et par le biais également du Centre des femmes, on a pu également aider 200 autres familles, donc qui sont donc 200 autres familles de réfugiés qui sont dans les alentours d'Armavir, Abovian, Dilijan, entre autres. Donc, pareil, elles ont un réseau, elles savent où acheter, quoi acheter. Là, on a aidé seulement, entre guillemets, 200 familles par le biais du Centre des femmes parce qu'elles ont rajouté des serviettes, des couvertures qui étaient vraiment de première nécessité. Et tout a été très transparent. Pour rebondir sur ce que Linda et Lily disaient, elles avaient des fiches toutes prêtes. On pouvait, où elles mettaient le nom, le prénom, le nom des familles, les compositions des familles, ce qu'elles recevaient. Donc, tout a été fait en parfaite transparence et ce sont des organisations qui sont très, très efficaces. Merci à toi, Nushig. Merci, Taline, également. Sachez qu'on noue en ce moment même de nouveaux contacts sur place. On parlait d'Anaïd, qu'on salue tous, qui est présente en ce moment en Arménie. Le travail continue. On a donc du coup des projets en cours. Vous avez peut-être vu qu'on vient de lancer une collecte sur les réseaux sociaux. Elle vise à financer l'approvisionnement de denrées alimentaires pour 50 familles vivant aux alentours de Maftouni. Donc, pendant l'hiver, pendant 3 mois, vos dons aideront à subvenir à leurs besoins, à ces familles. Donc, soyons généreux. Hein, j'aime bien dire ça. Soyons généreux. Sachez que Shajoum peut vous envoyer des CERFA pour les déductions d'impôts. Il est encore temps de le faire. Et puis, je vois en ce moment la vidéo sur Facebook. Vous avez un petit tankard faire un don. Voilà, donc c'est tout nouveau. Ça vient d'être installé sur nos lives Facebook. N'hésitez pas à tester ce petit tankard, hein, faire un don directement sur cette page, sur ce live, c'est encore plus simple.
Donc, on vous parlait de Martuni. Justement, ça me permet de faire le lien avec notre troisième partie. Et c'est Thomas qui va commencer. Thomas, vous êtes allé à Martuni, mais aussi à Stepanakert. Et bien sûr, vous avez commencé votre voyage en Arménie. Est-ce que tu peux nous dire ton ressenti sur la situation sur place? Bien sûr. Évidemment, je vais faire quelque chose d'assez général. Et je laisserai bien sûr la parole à mes camarades parce qu'on a tous notre ressenti là-dessus. D'abord, pour parler plutôt sur l'Arménie, j'ai centré sur deux, trois sujets parce qu'on pourrait parler des heures du ressenti, mais il y a deux, trois choses qui m'ont quand même largement marqué. La première, et j'avais déjà mentionné, c'était l'absence du rôle de l'État. J'avais mentionné dans le live précédent, et puis là, vous l'avez recompris avec les interventions que tu as pu dire, l'absence du rôle de l'État qu'on a très peu vu, qui se voit d'autant plus quand on voit l'énorme mobilisation de la société civile. Donc ça, c'est quand même assez frappant. Évidemment, c'est un contexte de guerre. Évidemment, l'Arménie n'était pas un État qui, de base, était très structuré, qui pouvait forcément absorber ce choc. Mais quand on est arrivé sur place, on n'a littéralement pas vu l'État intervenir. Encore une fois, comme j'avais dit dans le précédent live, je ne dis pas que l'État ne fait rien du tout. Je dis que nous, de ce qu'on a vu, on n'a rien vu. Et c'est quand même assez troublant, d'autant qu'il y a eu quelques histoires, quelques anecdotes qu'on a pu entendre, qui montraient effectivement le dysfonctionnement, comme le mentionnait tout à l'heure Lilith, au niveau de l'action de l'État. Ce qui entraîne d'ailleurs par la même occasion une méfiance vis-à-vis de l'État, ce qui est assez dramatique pour l'État, mais du coup, comme le disaient Lilith et Linda, mieux vaut maintenant passer par la société civile, qui elle est très organisée. Les associations avec lesquelles on travaille, comme on l'a dit, il y a une très grande transparence, et comme ça on sait exactement qu'est-ce qui va et où. Mais en même temps, ça nous rend forcément assez amers dans la situation du pays de voir que l'État, les infrastructures, l'administration ne fonctionnent pas aussi bien que la société civile qui se mobilise toute seule. C'est assez triste. Un autre sujet sur lequel je suis assez amer, c'est sur les messages qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux de la diaspora, et pas que d'ailleurs, et qu'on voyait depuis le début de la guerre, sur les héros, en disant nos héros, fiers de nos héros. Quand on voit le traitement des soldats qui ont fait la guerre, maintenant qui sont revenus en Arménie ou en Artsakh, c'est triste. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, il y en a qui, déjà, normalement, dans cette situation, il faudrait qu'il y ait un soutien psychologique pour les personnes qui ont fait la guerre. Il n'y en avait déjà pas pour la première guerre d'Artsakh, pour l'instant, il n'y en a pas non plus. Et ensuite, il y a des personnes qui ont perdu leur travail. Il y a des personnes qui ont eu des biens spoliés pendant la guerre, qui ont fait la guerre et qui ont eu des biens spoliés. Et donc, de voir des gens qui, dans la diaspora, je parle surtout pour le cas de la diaspora en l'occurrence, mais c'est peut-être aussi en Arménie, des gens qui disent nos héros, c'est gentil, mais sur le terrain, nos héros, ils ne sont pas du tout traités comme des héros. Et ça, c'est particulièrement triste. Je pense aussi évidemment à tous les prisonniers de guerre, pour lesquels il y a eu au final... Alors là, il y a eu un échange de prisonniers il y a quelques temps, mais quand on était sur place, on avait vu une manifestation de gens qui attendent d'avoir des nouvelles de leur famille parce qu'ils ont peur de recevoir une vidéo de la personne, du prisonnier en question de leur famille, qui est en train de se faire décapiter. Ça, c'est nos héros. Qu'a fait l'État pour les faire revenir? Pas grand-chose, à part peut-être un deal qui, alors selon certaines interprétations, nous aurait peut-être coûté des territoires supplémentaires. On aurait rendu des territoires pour avoir des prisonniers qui reviennent. Les territoires perdus, c'est des prisonniers en plus pour l'Azerbaïdjan. Voilà, tout ça, c'est des soldats qui se sont battus, que tout le monde a mis en avant. Certains ont dit on a une dette envers eux, et je pense que l'Arménie et l'Artsakh ont une dette envers eux. Qu'est-ce qui paye cette dette aujourd'hui? C'est eux qui la payent tout seuls. Et c'est d'autant plus triste de voir des gens croire qu'il y a une vraie solidarité de tout le peuple arménien avec l'État arménien vis-à-vis de ces gens et l'État d'Artsakh vis-à-vis de ces soldats, de ces héros, qui au final sont complètement laissés à l'abandon. Et évidemment, nous, on a essayé de mener à l'époque une action, notamment pour ceux qui étaient blessés. On a rencontré certaines de ces personnes, on comprend un petit peu mieux les enjeux qui les touchent, et on va continuer à travailler là-dessus, j'imagine évidemment. Mais ne croyons pas que la situation est aussi belle que ça, de croire que tout le monde soutient nos héros. Le troisième point, et ça reste sur la diaspora, c'est sur l'aide qui a été envoyée, ou pas d'ailleurs, mais sur l'aide fournie par la diaspora. Je reprends évidemment là aussi ce qui a été un petit peu dit. Il y a de l'aide qui est envoyée, on ne sait pas où est-ce qu'elle va. Un exemple qu'on avait entendu, un carton qui avait comme destination Arménie. C'est bien d'envoyer des cartons qui vont en Arménie. Où est-ce qu'ils vont après? Il n'y a aucune raison qu'ils aillent ailleurs qu'en Arménie, donc ils restent à l'aéroport, sauf s'ils sont volés par certaines personnes par ailleurs. Donner à des associations qui n'ont pas
de listes de réfugiés, qui ne connaissent pas les besoins sur place, et envoyer des cartons pour envoyer des cartons, ou envoyer de l'aide pour envoyer de l'aide, sans qu'on sache où ça va derrière, ça ne sert à rien. Et donc, je voudrais revenir effectivement là-dessus, c'est bien de donner quand on sait à quoi ça sert, et pas juste pour faire de la communication. Ça, évidemment, c'est ce qui a été un petit peu dit auparavant. Nous, on essaye au maximum d'être le plus transparent possible. On connaît les besoins, on travaille avec des associations qui sont transparentes vis-à-vis de nous aussi, évidemment. On fait en sorte d'aider avec les vrais besoins. Comme je dis souvent, envoyer 15 brosses à dents à une même famille, ça ne sert à rien. Donc, il faut connaître les besoins, il faut travailler avec les gens sur place. Et ça, c'est un travail que la diaspora doit faire. Il ne s'agit pas juste de dire on envoie, on a donné de l'argent et c'est fini. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut pouvoir travailler avec des gens sur place. Et ça, je pense que c'est un sujet assez important au niveau de la diaspora. Ça, c'est sur les principales choses qui m'ont marqué en Arménie. Au niveau de l'Artsakh, je ne vais pas trop m'étendre, je vais donner là aussi une anecdote principale. On a été effectivement à Stepanakert, on a été à Martouni. À Martouni, on a vu les dégâts sur la ville. On les a vus aussi à Stepanakert, mais à Martouni, qui est à côté de la frontière, c'était très flagrant. Et je me souviens, à un moment, on est passé sur une route où on a appris un nouveau verbe qui se dit en Artsakh, qui est Bayraktel. Bayraktel, ça veut dire se faire attaquer par un drone Bayraktar. Ce qui montre l'ampleur du traumatisme des drones Bayraktar sur les populations locales et notamment sur les gens qui ont fait la guerre. Et donc, la personne qui était sur place, qui nous guidait un petit peu, nous a bien montré, sur cette route, il fallait rouler vite pour ne pas se faire Bayraktel. C'est quelque chose qui m'a quand même assez touché parce qu'on voit là concrètement l'ampleur de ce que les gens ont subi sur place. Ce n'est pas juste des articles qu'on voit, ce n'est pas juste des vidéos de propagande d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, on voit des tirs, des explosions. Là, c'est quelqu'un qui est sur place, qui nous dit, à cet endroit-là, les drones turcs nous attaquaient, en utilisant en plus un mot qui a été inventé spécialement pour la guerre. Personnellement, ça m'a fait quelque chose. C'est l'anecdote que personnellement je voulais partager au niveau de l'Artsakh. Il y a beaucoup de choses à dire, mais là-dessus, je vais laisser aussi la parole à mes camarades sur leur ressenti également. Merci à toi, Thomas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter à ce sujet-là? Non, vas-y. Oui, j'aimerais parler aussi, donc Thomas, il a parlé des soldats, mais aussi le deuxième public vulnérable de cette guerre, en fait, c'était bien sûr les Artsakhi même, ceux qui vivaient en Artsakh. Et aujourd'hui, parmi d'autres constats politiques ou autres que nous avons fait lors de notre voyage, de mes plusieurs voyages personnellement, nous avons aussi constaté un phénomène, ça c'est aussi très important à souligner. Hein. Moi, personnellement, je vis en France depuis 12 ans. J'étais rentrée d'Artsakh avec 2 amis artsakhi qui vivaient chez moi pendant une semaine. Dans l'espace d'une semaine, sans exagération, ces personnes ont fait l'objet de plus d'épisodes de discrimination en tant qu'Artsakhi à Yerevan que moi dans l'espace de 12 ans en France. Donc, c'est quand même quelque chose dont il faut réfléchir, dont il faut faire les conclusions. Aussi, penser aussi de l'approche qu'on a vis-à-vis des personnes qui ont subi la guerre pendant ces derniers 2-3 mois et pendant 30 ans. Le résultat de ce comportement de la société en Arménie et les Arméniens d'Arménie, malheureusement, c'est que ces personnes vont finir par partir, ce qui s'est produit pendant les années 90 quand les habitants, les Arméniens de Bakou ont quitté Bakou et Sumgait et qui sont arrivés en Arménie. Au bout de 2-3 mois, voire 1 an, la plupart sont partis. 80 à 90% des Arméniens de Bakou et de Sumgait aujourd'hui ne vivent pas en Arménie, mais vivent en Russie ou ailleurs. Donc, c'est des choses très tristes qui se produisent en Arménie aujourd'hui. Cette intolérance, la discrimination, cette approche un peu... À cause de vous, on a fait la guerre. À cause de vous, on a perdu nos enfants, alors que c'était pas vraiment, c'est pas comme ça que c'est produit. On le sait tous. Donc tout ça, c'est des choses dont il faut réfléchir non seulement en Arménie, mais aussi ici en diaspora entre nous, et essayer de donner des solutions adéquates et de rester neutre, notamment lorsque ça concerne de l'approche vis-à-vis des Artsakhi. Si quelqu'un... voilà.
Non, mais c'est intéressant, ce mot discrimination. Je voulais justement poser une question dans ce même schéma, savoir si vous avez ressenti un soutien des Arméniens envers les populations d'Artsakh. Est-ce que les réfugiés aussi qui sont en ce moment en Arménie, vous les avez sentis soutenus par les Arméniens, mais aussi par l'État? Alex, si je peux me permettre, Vas-y. je voulais juste faire part d'un sentiment. Quand tu es à Yerevan, tu ne ressens pas vraiment la guerre, voilà, ou ses conséquences. Il y a un fossé entre, j'allais dire, l'ambiance à Yerevan et une fois que tu te retrouves en Artsakh. C'est pas qu'ils ne sont pas concernés, mais tu sens moins comment te dire? Oui, enfin, tu sens beaucoup moins à Yerevan. Je parle de Yerevan, hein, essentiellement. Il y a pas, tu ne sens pas ce sentiment que tu peux ressentir même quand on est allé voir des familles de réfugiés dans le Vayotzor, voilà. Et quand tu es en Artsakh, c'est forcément différent. Et eux, sur place, moi, j'ai entendu quelque chose de très fort. On a rencontré des familles. Et une famille m'a dit, déjà, le père, c'était un oncle, en fait. Un oncle nous a dit, vous êtes arménien, donc vous venez d'ici. Donc pour eux, en fait, tout Arménien, d'où qu'ils viennent, il est artsakhi quelque part. Et cette discrimination, ils sont conscients de cette discrimination. Et mais eux, ils n'en ont aucune. En fait, eux, ils n'ont aucun ressenti et ce seraient les premiers à les défendre, qui que ce soit. Enfin voilà, s'il y a quoi que ce soit qui se passe de nouveau, on sait très bien que voilà, c'est un cessez-le-feu. Ils seront les premiers à se mobiliser. Et je trouve également la situation quand tu es à Stepanakert, ces gens qui reviennent à Stepanakert, il faut saluer quand même leur courage. Parce que quand tu es à Stepanakert, tu lèves les yeux et tu vois Chouchi. Et voilà, quand tu vas à Stepanakert, tu passes devant les points de contrôle, les différents points de contrôle russes, et à un moment donné, tu passes devant Chouchi, où tu vois les Azéris. Et pour moi, il faut saluer déjà eux leur courage de retourner en Artsakh et leur état d'esprit, vraiment, qui n'est pas du tout, qui est toujours combatif et qui nous donne envie nous de continuer. J'ai envie de dire que c'est même un acte politique de retourner à Stepanakert aujourd'hui. Enfin, pour moi, en tout cas, de France, d'où je suis, il faut souligner le courage de ces populations. Ce que je vous propose à tous les 6, avant de passer aux questions de nos viewers, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez nous poser des questions. Hein, n'hésitez pas en commentaire. On est là aussi pour vous répondre si vous avez des interrogations. Voilà, profitez de ce moment pour nous poser toutes ces questions. Voilà, donc chers amis, je vous propose que chacun s'exprime brièvement sur ses impressions, son ressenti concernant ce voyage. On peut commencer par Taline, par exemple. J'active mon micro. Alors pour moi, ça a été un séjour, c'était essentiel d'y aller. On a décidé ça vraiment à la dernière minute, mais c'était essentiel d'y aller. Il y avait une vraie cohésion de groupe et on y allait vraiment, on a travaillé sans cesse. Voilà, on travaillait sans cesse. On dormait très peu et on n'arrêtait pas. On n'a vraiment pas.
que ce séjour nous a permis aussi de mettre en place tout un processus quand toute l'aide qu'on envoie de France arrive en Arménie, pour aussi montrer qu'on travaille à égal, Arménie Diaspora. Ça permettait aussi de consolider les liens qu'on avait avec les ONG sur place, d'en rencontrer d'autres. Et aussi la nécessité d'aller dans des endroits où personne n'allait. Quand on est allé dans la région de Vayodzor, vers Ereknazor, c'est vrai que sur la route, je me suis dit, c'est loin, on fait beaucoup. C'était très long. Et finalement, quand on est arrivé, donc en plus de passer par des paysages magnifiques, c'est vrai qu'on s'est dit, waouh, qui va aller là-bas? Qui va aller jusque là-bas pour aller demander quels sont les besoins et aller amener le nécessaire? En Artsakh, pareil. Le village où on est allé était à 1h30 de Stepanakert. Voilà, c'est loin, tout ça c'est très loin, donc on se doute que tout est toujours concentré à Yerevan, à Stepanakert. Donc ça permettait de prendre conscience que d'autres avaient aussi besoin, de ces aides. Et pour dire aussi que la guerre n'est pas terminée. Malheureusement, on pense tous qu'elle est terminée, mais elle ne l'est pas. Et qu'on va malheureusement faire face, je pense, à une très grande crise humanitaire parce que les conséquences qu'il va y avoir sur toute la population, je pense, toute l'Arménie et tout l'Artsakh va être énorme. Ce n'est que le début. Voilà un petit peu mon ressenti sur ce séjour. Je pense que c'était essentiel d'y aller. Voilà, n'hésitez pas pour tous ceux qui veulent y aller, il faut aller sur place. Merci à toi, Taline. Lilith, c'est à toi. Oui. Pour moi, c'est un peu différent. Comme j'ai une grande partie de ma famille qui habite toujours en Arménie, d'aller en Arménie, c'est rentrer chez moi aussi. Mon premier chez moi, et puis après, j'ai mon deuxième chez moi en France. Donc, effectivement, je n'ai pas retrouvé cette joie arménienne. Ce qui est normal, ce qui ne peut pas se faire, c'est absolument pas le moment d'imaginer qu'on rentre en Arménie comme d'habitude pour aller en vacances, pour faire la fête ou autre. Ça va revenir, j'en suis certaine, parce que ça peut pas être autrement, il faut que ça revienne, cette joie. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'important, plus que nécessaire d'être présent et d'y aller le plus possible, ne serait-ce que pour la présence, pas forcément pour amener des cartons ou aider, mais vraiment être présent et dire que l'Arménie et surtout Artsakh n'est pas isolée, n'est pas seule, qu'on est ensemble, qu'on fait un peuple, qu'on est unis, que comme tu as bien remarqué, Alex, discrimination, ça sent fort. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir que ça existe en Arménie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'Arméniens d'Artsakh. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il ne faut pas imaginer qu'en faisant ces discriminations, on peut résoudre des problèmes politiques ou autres. Hein. Surtout politiquement, il ne faut pas chercher ou choisir un camp. Il faut rester unis. Restons unis et essayons de sauver ce qui reste à sauver en Arménie et à Artsakh. Merci à toi, Lilith. Linda, je te donne la parole. Merci, Alex. Alors, c'est vrai que je rejoins mes camarades sur le fait que c'était totalement essentiel d'aller en Arménie, même s'il y a des choses qui ont été dures à voir. Notamment, ça a été dur à voir, comme Thomas l'évoquait, une certaine absence de l'État dans l'aide aux déplacés et dans l'aide en général. C'est vrai que ça a été dur à voir que sur place, ce ne soit pas extrêmement bien organisé. On s'attendrait à ce que dans ce genre de moment, il y ait une forme de force institutionnelle et une organisation qui permette de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Et donc, ça a été très dur de constater qu'il y avait une carence de ce côté-là. Ensuite, juste pour rebondir par rapport à ce que disaient Nechik et Lilith, c'est quelque chose, je pense qu'on a tous ressenti, qu'il y a un certain, je ne vais pas dire clivage, mais c'est vrai qu'il y a une distinction entre les Artsakhi et les Arméniens d'Arménie.
qui est, à mon sens, assez difficilement compréhensible. Parce que pour moi, l'Artsakh, c'est l'Arménie, et c'est vrai que je ne comprends pas qu'on puisse faire une distinction comme ça. Surtout que hier, c'était l'Artsakh qui était amputé d'une partie de son territoire. Aujourd'hui, c'est dans le Sunni que des villageois voient une partie de leur terre donnée à l'ennemi. Donc, en fait, on se bat contre le même ennemi, et le fait de faire des distinctions comme ça nous affaiblit encore plus, et c'est dommage. On se bat contre le même ennemi, faut qu'on reste unis. Donc, c'est vrai que c'était l'une des choses aussi qui a été difficile pour moi de constater, voilà, c'est le fait de vouloir se distinguer les uns des autres. Mais malgré tout ça, malgré certaines choses difficiles à voir, voilà, les gens là-bas continuent de se battre, ils continuent d'être optimistes, et que ça s'arrangera. Et que c'est vrai que quand on voit comment la société civile est solidaire et comment elle travaille, on ne peut qu'avoir espoir que tout ira bien, et que ça s'arrangera tout simplement. Merci à toi, Linda. Du coup, Neushig, dis-nous ce que tu penses de ton voyage. Je pense que j'ai dit un peu l'essentiel tout à l'heure, enfin dans le sens où il faut rien lâcher, il faut qu'on continue, parce que sur place, ils sont, voilà, il faut qu'on reste unis, ils sont combatifs sur place. Je parle en Artsakh, et travailler comme on le fait, en toute transparence, et surtout, voilà, rester unis, ne faire aucune distinction entre Artsakhi, Arméniens d'Arménie, non. Sinon, on n'avancera pas, et là, on avance. Voilà. Oui, il y a des lueurs d'espoir, bien sûr, bien sûr. C'est justement l'objet d'une question que j'ai vue arriver. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans cette situation? On en parlera après, justement, au moment de répondre à ces questions. Les garçons, du coup, du groupe, Thomas? Moi, de toute façon, je rejoins évidemment mes camarades sur ce qui a été dit. Je me souviens, un peu avant qu'on parte, quelqu'un avait dit, enfin des gens parlaient d'un complexe de la diaspora à vouloir aller sur place pour être sur place, en disant c'est pas forcément la meilleure façon d'aider. Après être allé sur place, je pense qu'il faut que la diaspora aille sur place. Alors évidemment, y aller pour prendre un selfie, ça sert à rien. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais y aller déjà pour voir la réalité du terrain, indépendamment des informations euh, qui apparaissent sur les réseaux sociaux et des informations relayées par le gouvernement qui malheureusement sont rarement avérées les plus vraies, les plus pertinentes. Déjà, aller sur place pour voir, je pense que c'est fondamental pour vraiment prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe. Et évidemment, dans la mesure du possible, pour aider. Pour aider, c'est pas arriver avec une valise avec 3 médicaments et on les donne comme ça dans la rue. Aider, ça veut dire parler aux gens sur place, comprendre quels sont leurs besoins, comprendre comment on peut aider, et seulement à ce moment-là, on peut commencer à faire des choses. Ça implique aussi, dans la mesure du possible, soit de parler avec des connaissances si on a sur place. Si on a de la famille, évidemment, on peut aider sa famille, ça c'est évident. Sinon, c'est de passer par des associations comme on a cherché nous à le faire. Mais c'est pas juste venir et se prendre en photo avec un carton. Ça suffit pas pour aider, et c'est plus là de la mise en scène. Donc évidemment, faire attention à ça, mais je pense que c'est fondamental que la diaspora aille sur place, prenne conscience de ce qui se passe sur place, et montre aussi aux gens, aux Arméniens d'Arménie et aux Artsakhi, qu'on essaye de comprendre ce qui leur arrive et qu'on essaie de les aider vraiment, en parlant avec eux, en dialoguant avec eux, en écoutant ce qu'ils ont à dire. Donc ça serait effectivement le ressenti que j'ai, le conseil entre guillemets, même si je n'aime pas donner de conseils comme ça, mais ce qui est ressorti en tout cas du voyage de mon côté. Ouais. Merci Thomas. Et du coup, on a commencé avec Toro, on va finir avec Toro. Merci Alex. En même temps, c'est un peu dur de revenir sur, après tant d'interventions aussi pertinentes que ça, mais oui, moi, encore une fois, je vais rejoindre mes camarades. Le plus important, je pense, premier point, c'est que, comme on l'a dit, l'Arménie et surtout le Haut-Karabakh ne sont pas des théories. C'est-à-dire que ce sont des États avec des gens dedans qui existent, qui ont des vies, qui ont des luttes, des craintes aussi, mais des espoirs. Et se comporter, comme on l'a dit, envoyer un carton avec écrit dessus Arménie à destination de l'aéroport, c'est pas bénéfique et c'est inutile. Et les gens vont se dire, mais
pour nous, l'Arménie va rester une vague illusion, une vague idée où on va en vacances 2 semaines et on consomme dans les mêmes circuits courts d'oligarques, etc. Mais donc, aller sur place, c'est fondamental, bien sûr. Aller sur place aussi en Artsakh, dans la mesure du possible, tant que c'est faisable, parce que ça aussi, là, c'est encore incertain. On ne sait pas si on pourrait y aller encore ou pas en fonction des routes. Mais d'ailleurs, si on s'inquiète de ça, de faire la route de Yerevan à Stepanakert, il faut se dire aussi que des gens font la route là-bas et vivent là-bas tous les jours de l'année, toute leur vie, ils vivent au Rabat. Donc, ce serait un peu, pas irrespectueux, mais ce serait un petit peu dommage de s'inquiéter pour nous alors que des gens vivent là-bas. Et puis, moi, je pense un des trucs les plus marquants pour moi, c'était de voir les gens en Artsakh, à Stepanakert et dans les villages où on est allé, de voir en eux un esprit de combat, un esprit de lutte. Pour eux, ils le savent, ils se sont battus toute leur vie, des générations entières, ils se sont battus et pour eux, la guerre n'est pas finie. Donc tant qu'eux, ils sont là et qu'ils peuvent défendre leur maison et plus en arrière défendre leur terre, ils vont continuer la lutte, leur combat va continuer et ça donne beaucoup d'inspiration, ça donne beaucoup d'humilité aussi. Nous, Arméniens de France, qui venons et voyons en face de nous ceux qui gardent les portes de l'Arménie face aux fascistes et aux forces génocidaires, et ça force que l'admiration est bon. Et puis c'est très anecdotique ce que je dis, mais c'est un ressenti. Et c'est aussi important de penser à ceux qui luttent, parce qu'en général, c'est ceux qui savent mieux que tout le monde comment régler les situations les plus graves. Merci à toi, Tolo. Du coup, on va passer aux questions. Déjà, je voudrais quand même, au nom de Chatroom, vous remercier, vous six, parce que vous êtes les premiers à être partis sur place. Donc, bravo à vous et merci pour votre investissement. Et merci aussi à tous nos éditeurs présents ce soir. Merci pour vos questions également en commentaire sur le live du Facebook. Donc, n'hésitez pas à continuer si vous avez des interrogations à nous faire passer. On va passer donc aux questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, il y en a 3 pour l'instant. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la douane ? Je ne sais pas qui veut répondre du coup. Je peux répondre à cette question. Avec la douane, depuis le début de la guerre, il y a eu une mise en place d'un système de dédouanement qui a facilité le travail. Facilité, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de dédouaner sans avoir payé, parce que ça passe sous forme de l'aide humanitaire. Tout au début, on pouvait aussi faire les dons directement à l'État, chose qu'on a faite dès le début, mais qui n'a pas très bien fonctionné, comme j'ai déjà mentionné, parce qu'il y avait un problème de transparence. Aujourd'hui, oui, pour dédouaner des dons, il faut passer par essentiellement par 2 ministères qui sont le ministère de la Santé et le ministère des Urgences, qui s'occupent de dédouanement des dons, pas dédouanement vraiment, mais d'exonération de dédouanement des dons sur place. Voilà. Dans la mesure du possible, parce que ça peut aussi arriver que certains objets sont considérés comme des objets neufs et qu'ils ne sont pas vraiment considérés comme les dons, et là, il faut payer une certaine somme. Voilà. Mais le système a été pas mal simplifié justement pour faciliter ce travail. Si besoin de questions, je peux répondre aussi hors ce live. Bien évidemment, de toute façon, on saura relayer les questions si elles ne sont pas traitées en direct parce que le temps tourne. On saura vous recontacter directement en message privé. Quels sont les besoins des réfugiés pour arriver à l'hiver ? Et est-ce que les routes vont permettre d'acheminer les prochaines aides, notamment dans les communautés isolées ? Je ne sais pas si quelqu'un... Je peux tenter déjà
d'en parler. Donc évidemment, on a déjà commencé à aider pour les personnes qui sont en hiver. En Artsakh, il y a un problème. Le premier, c'est celui alimentaire. C'est ce que avait dit de toute façon Lilith et Linda tout à l'heure. Il y a un problème alimentaire, c'est qu'il y a de la nourriture, mais qui est plus chère probablement à cause de la guerre et qui n'est pas forcément accessible partout. Ensuite, il y a un problème, quand je dis partout, je veux dire dans les villages qui sont excentrés. Quand on est à Stepanakert, on peut avoir accès à ce qu'il y a à Stepanakert. Quand on est à un village du nord, et qu'il faut aller jusqu'à Stepanakert ou à une ville à côté, en hiver, avec les routes qui peuvent être bloquées, avec des problèmes de sécurité aussi. Il faut rappeler que toute la frontière, en théorie, est gardée, mais on ne sait jamais s'il y a un groupe d'infiltration azéri qui est sur place. Il y a des problèmes de sécurité. Le deuxième, ça va être un petit peu plus sur les besoins vis-à-vis de l'hiver, avoir des vêtements chauds. Il y a des réfugiés qui étaient partis avec strictement rien. Et par exemple, ceux que mentionnait, je crois, Lilith tout à l'heure, ceux qui viennent de Chouchi ou Hadrout, qui sont en Artsakh, qui n'ont pas eu forcément accès à plus d'infrastructures, qui n'ont pas pu aller jusqu'en Arménie et qui sont sur place, ils n'ont pas forcément de quoi rester au chaud pendant tout l'hiver. Je parle en termes de vêtements, ils n'ont pas forcément les vêtements. Donc ça, c'est un deuxième besoin. Je rappelle quand même que l'hiver dans le Caucase, c'est rude. Il faut quand même être équipé pour ça. On ne part pas comme ça, comme on veut. Et il y avait aussi évidemment les enjeux de santé qui vont donc des médicaments en cas de maladie, en cas de choses comme ça, pour les blessés éventuellement, qui vont aussi sur ce qu'on a fait avec les kits d'hygiène, les biens de première nécessité, des brosses à dents, du savon, des choses comme ça, et des choses qui peuvent être un peu plus spécifiques pour les enfants, pour les protections menstruelles pour les femmes, etc. Donc ça, je pense que c'est, si quelqu'un évidemment veut compléter, qui n'hésite pas, mais je crois que c'est les besoins les plus importants pour l'hiver, notamment pour les populations d'Arsar et pour les réfugiés qui viennent d'Arsar, qui sont en Arménie actuellement. Du coup, si personne d'autre n'a un élément concernant cette question, on va pouvoir passer à la dernière. Du coup, avez-vous ressenti du positif dans ce voyage? Est-ce que l'Arménie va vers une dérive ou est-ce qu'il y a un espoir de ressortir de cette situation? Après, on est dans le ressenti du coup, dans ce que vous avez pu voir. Voilà. Il y avait des notions positives dans ce que vous avez dit précédemment. Je vais commencer, mais je ne voudrais pas être tout seul pour répondre là-dessus. Mais il y a une phrase que j'avais entendue sur un tout autre sujet, je crois que c'est sur le climat, et je crois que c'est de Yann Arthus Bertrand qui disait « Il est trop tard pour être pessimiste ». Je pense que dans le cas de l'Arménie, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses négatives, on les a toutes dites. Maintenant, soit on dit bah, tout va mal et le pays va disparaître, soit on se mobilise. Et dans ce cas-là, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, s'il y a des lueurs d'espoir. On fait les choses. Quand on nous a dit qu'il y avait peut-être des gens qui allaient mourir de faim ou de froid, on a essayé de voir comment les aider. Et on a fait dans la mesure de ce qu'on pouvait, évidemment. Donc, je ne veux pas vendre de rêve à tort et à travers pour dire il y a des lueurs d'espoir, mais de toute façon, on n'a pas le choix que de partir du principe qu'il y en a. Et s'il n'y en a pas, on n'a pas le choix que d'essayer de les forcer. Parce que si on reste juste à dire non, il n'y a plus d'espoir, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc je pense que je ne peux pas dire qu'il y a des lueurs d'espoir, mais en tout cas, on n'a pas le choix que d'espérer qu'il y en ait. Ou de forcer le fait, ou de les créer nous-mêmes, entre guillemets. Puis, si Après, je peux comme vous aussi... tu l'as pardon. évoqué, vas-y. Non, vas-y, je t'en Je prie, voulais peut-être dire la même chose, c'est que tant que, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tant qu'il y a encore des personnes qui luttent et qui continuent de travailler, il y a toujours des ONG qui continuent de venir en aide à des réfugiés, qui l'ont fait dès le début de la guerre, elles continuent et elles sont très efficaces. Voilà, il y a des personnes qui continuent de se battre pour défendre le pays. Donc, à partir de là, je pense on peut se dire que oui, il y a de l'espoir. Tant qu'on travaille et qu'on continue de lutter, il y a de l'espoir. Je te laisse la parole, Théo. Ouais, merci Linda. Non, ouais, pour rebondir sur ce que disait Thomas, peut-être que la dérive, on y est déjà arrivé depuis longtemps. Peut-être que l'Arménie et la diaspora sont en dérive depuis très longtemps, mais ce qu'il faut peut-être se dire, c'est que nous, quand on a fait des rencontres, on a vu des gens investis qui étaient prêts à donner tout ce qu'ils avaient, tout leur temps, même leur vie pour l'Arménie et l'Artsakh. Et c'est sur ces gens-là qu'il faut compter. Il ne faut pas attendre de miracles, il faut créer des occasions.
Puis voilà, s'il y en a qui croient au destin, au moment historique dans l'histoire d'un peuple, peut-être que c'est maintenant aussi. Et le peuple, c'est tout le monde. C'est pas non plus, c'est pas que un gouvernement, une institution. C'est tout le monde, de l'individu au groupe d'individus, aux assos, aux ONG et à la société en général. Donc voilà, il faut pas attendre. Voilà, il faut pas attendre. Il faut mettre en place. Il faut se mettre en mouvement. Il faut s'organiser, quoi. Comme on fait nous, comme font plein d'autres, et petit à petit, à l'échelle de chacun, ça y va, quoi, ça le fait. Enfin, après, on ne va pas non plus mentir aux gens, ni vendre du rêve, mais il y a du travail, il y a beaucoup de travail à faire, et il faut travailler, il n'y a rien qui est fini, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter concernant cette question? Moi? Non. Ah, bah vas-y. Moi, oui. J'ai cru que tu me disais non. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a quand même une société civile qui est très politisée et mobilisée aussi. Ils n'ont attendu personne pour mettre en place l'aide. Donc ça, je pense que c'est à prendre en compte. Et si pendant la guerre, on a vu voilà, toutes ces photos, ces vidéos de toute l'aide, des cartons qui ont été mis dans la rue, c'est cette société civile-là qui a finalement pris la place du gouvernement parce que c'était la nécessité et qui continue actuellement de prendre la place. Donc, je pense qu'il y a un grand espoir auprès de tous ces militants et militantes qui se mobilisent depuis le début et depuis très longtemps. Merci à toi, Taline. Je vous laisserai un mot de la fin par la suite. Je vais juste reprendre la parole pour déjà vous dire que ce projet humanitaire, il s'est organisé sans aucune aide extérieure. Il n'y a pas eu de subvention, il n'y a pas eu un budget alloué, il n'y a pas eu de... Voilà, pas de subvention, il y a eu seulement vos dons. Donc merci. Merci à vous pour votre générosité. Je sais que tous ceux qui ont donné ne sont pas là ce soir, mais en tout cas, merci à tous. On l'a vu, on ressent votre aide. Malheureusement, ce n'est que le début des besoins. Donc c'est pour ça qu'on met en place à Chajoum une multitude de projets. Il y en a aujourd'hui que je vais vous rappeler, d'autres qui sont en cours et dont on ne va pas vous parler parce que c'est à l'état embryonnaire encore. Mais par exemple, vous avez la possibilité de vous procurer des cartes postales sur chajoum.org. C'est la période de Noël, c'est le moment d'envoyer des cartes postales pour souhaiter la nouvelle année, joyeux Noël. Voilà, vous avez des jolies cartes postales qui ont été créées par des artistes. Donc, il y a 14 œuvres, 14 cartes postales inédites d'artistes amis. Il y a des tableaux, il y a des photos. Donc là, par exemple, celle que je vous montre maintenant, c'est une œuvre de Marlon Barodjian, que je salue s'il est présent parmi nous. Donc voilà, 14 cartes postales, 14 œuvres inédites qui sont apposées sur ces cartes que vous pouvez vous procurer sur le site chajoum.org. Voilà. Il y a également la collecte qui vient d'être lancée pour les populations à Martouni. Donc n'hésitez pas à nous soutenir pour ce projet-là. Et du coup, je vous le disais, vous pouvez faire un don directement sur le live Facebook. N'hésitez pas à l'encart faire un don que je vous invite à nouveau à tester. Vous pouvez voir également sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, le résultat d'une campagne de fonds, parce que c'est bien quand on vous demande de donner, mais c'est bien aussi et surtout de voir le résultat. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de kits d'hygiène. Donc, il y a 540 kits d'hygiène qui ont été financés grâce à vous. Donc, il y a eu des photos qui viennent d'être publiées. N'hésitez pas à voir. On a publié également, je me souviens, d'une vidéo de Sevana en Arménie, Sevana Tchakarian, qui réunissait des kits pour les soldats. Voilà, donc tout est transparent. Sachez que vous pouvez venir voir toutes les photos, toutes les vidéos qui sont disponibles sur nos réseaux sociaux pour justement faire acte de transparence et pour que vous puissiez vraiment être assuré que ce que vous donnez tant dans les collectes de vêtements
que dans les collectes de fonds. Ça a vraiment un résultat concret sur le terrain. Voilà. Je vous parlais d'un mot de la fin, chers amis, vous 6. Je vais faire circuler la parole. Si vous avez quelque chose à rajouter, un petit mot à partager, allez-y. Je vais reprendre. Vas-y, Linda, commence. Alors, je voulais simplement du coup remercier tous les donataires. Voilà, tout ça, ça a été possible grâce à la générosité de tous les donateurs. Mais aussi remercier tous les volontaires qui ont voulu nous aider et qui ont réalisé un travail formidable. Merci à eux également, parce que là encore, on n'y serait pas arrivé sans ces volontaires qui se sont joints à nous. Et comme le disait Tello, le travail continue. C'est vrai qu'il faut compter sur chacun. Chacun doit mettre la main à la pâte et à son échelle, continuer de travailler et continuer d'aider pour qu'on puisse s'en sortir tous ensemble, tout simplement. Moi, je voulais redire un slogan qu'on disait au moment de la guerre qui était Baïkar, la lutte jusqu'au bout. C'est très bien de l'avoir dit en manifestation pendant la guerre, c'est très bien de l'avoir dit sur les réseaux sociaux. La lutte, elle continue maintenant. Et maintenant, il faut s'engager. C'est bien de l'avoir dit à l'époque, c'est bien d'avoir fait des choses à l'époque, mais la lutte n'est pas finie. Elle ne s'est pas arrêtée au 10 novembre, elle continue maintenant. Et donc, il faut continuer à rester mobilisé et à se battre, à se mobiliser, à aller sur le terrain pour continuer à aider les populations sur place, pour protéger ce qu'on peut encore protéger de l'Arménie et de l'Artsakh, et pour aider le peuple arménien en lutte. Mon mot de fin, je vais un peu continuer ce qu'Alex avait dit il y a quelques minutes. En effet, c'est vraiment uniquement grâce à vos dons, et on n'a pas l'habitude. On n'a jamais sollicité voilà, nos sympathisants. On a toujours fonctionné grâce à nos propres fonds personnels. On n'a jamais eu de subvention. Ça nous permet aussi de garder notre indépendance et notre liberté de parole. C'est très important et on va continuer dans ce sens. Et c'est uniquement grâce à vos dons et grâce aux dons de plusieurs artistes que j'aimerais remercier. Tamar, Nanoj, Laurine, Mickaël, Alexandre, Elodie et tous les artistes qui ont participé aux cartes postales. Donc, c'est des artistes qui ont décidé pendant la guerre de reverser, voilà, par solidarité avec Chajoum et pour le travail que l'on fait, ont décidé de reverser les bénéfices suite à la vente de leurs œuvres à Chajoum. Et ça a été très important. Et ça a permis de savoir qu'on avait du soutien, pas uniquement financier, mais qu'il y avait un soutien moral, et on espère que cela va continuer. Merci pour tous les messages. On en a reçu énormément, on n'a pas pu répondre à tout le monde. On a reçu beaucoup de messages. Merci pour tous ceux qui nous suivent et qui peuvent aider par un simple service ou par un simple carton. Voilà, il y a de tout, et c'était très beau à voir. On a fait des très belles rencontres avec des bénévoles qui nous ont rejoints depuis le début de cette guerre. Merci à tous et toutes. C'est beau. Vas-y, Nocheli. Moi, je voulais remercier en particulier Rafi et Anaïd, qui ont donné énormément de leur temps, qui se sont beaucoup investis, qui nous ont énormément aidés. Et à tous les autres qu'on ne citera peut-être pas, mais qui ont été d'une aide très précieuse. Parce que au début, c'était c'était compliqué, c'est vrai, de réceptionner tous ces cartons, de les trier, de les distribuer. Merci pour vos dons. 540 familles, ne serait-ce qu'en kit d'hygiène, c'est énorme. Et pour répéter ce que Thomas a dit, il faut continuer la lutte.
on ne baisse pas les bras. On ne peut rien promettre, c'est clair, Tolo l'a dit aussi, mais on n'a pas le choix en fait. On est obligé d'avancer et on est obligé d'être combatifs comme eux, ils continuent de l'être sur place. Est-ce que Tolo, tu as quelque chose à rajouter? Oui, si tu m'offres la parole avec plaisir, tout d'abord, comme tous mes camarades, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés. On a fait un très gros travail, un grand travail de qualité, tant en France qu'en Arménie. Depuis le 27 septembre, nos vies ont changé un petit peu, quoi. Et puis, se dire que se casser le dos tous les week-ends, ça a un sens quand même, tant ici que là-bas. Et puis quelque chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le moment d'être raisonnable, de se dire ça sert à rien. De toute façon, on fait face aux plus grands empires impérialistes de l'histoire des temps modernes, mais bon, nous on l'a fait à la Chajoum, quand on se dit on s'en fiche des défis qui nous attendent et surtout qui attendent les Arméniens, et les Arméniens du Dura là-bas, on va les aider, et puis c'est tout, quoi, jusqu'au bout, et puis on va continuer surtout, c'est ça qui compte. Voilà, merci encore, merci à tous. Est-ce que quelqu'un a quelque chose, du coup? Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais? Je rigole. Je voudrais juste remercier, là je vois sur mon petit écran des dons qui sont arrivés de Jean, de Caroline, merci à vous. Merci à vous pour votre aide. Merci aussi à vous six, je le redis, vous nous avez bien aidés dans cet engagement et voilà, vous avez laissé les études, les emplois, les enfants. Donc merci à vous. J'ai envie de dire que le travail ne fait que commencer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, si la philosophie de Chajoum vous correspond, on a toujours besoin de bras pour vider des cartons ou en remplir d'autres. Et pour plein de projets qui ne sont pas que humanitaires, bien évidemment. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et donc du coup une bonne semaine à venir. Bonne fête de fin d'année à tous. Et à bientôt à Chajoum pour de nouveaux lives, pour de nouvelles interviews, pour de nouvelles analyses politiques, parce qu'on est là aussi pour ça. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, je ne sais pas si Taline, tu voulais un dernier mot. Non, c'est bon? Non, mais tout a été dit, très bien. Super. Bon, merci à vous. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.